Sud FM. Il est 12h. Sud Midi, le journal. Bonjour à tous, merci de suivre Sud FM Sen Radio, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de Sud Midi, décès de Madior Diouf cette nuit à Dakar, ancien leader du RND, Rassemblement National Démocratique, ancien ministre universitaire. Il est décédé à 89 ans. Les témoignages sont unanimes. Le Sénégal perd un digne héritier de Cheikh Anta Diop, un patriote sincère. Des témoignages à suivre dès le début de cette édition. Affaire Farba Ngom, aucune intervention ni action de l'autorité politique dans cette procédure pénale. Le ministre de la Justice clarifie. Le procureur est tenu de saisir le juge d'instruction après avoir reçu le rapport de la CENTIF. Le ministre Ousmane Diagne s'est prononcé à la conférence des chefs de parquet qui se penche cette année sur l'exécution des peines et la problématique de la surpopulation carcérale. Des lenteurs, des centaines de déclarations de naissance en attente à Ziguinchor, en cause l'absence de registre à la mairie. La situation inquiète. Les précisions de Ignace Ndeye à suivre. Et puis incendie récurrent dans nos marchés. Les causes sont identifiées. Non-respect des normes de sécurité, branchement électrique défectueux, pas de bouche d'incendie, occupation anarchique des voies. Il faut réglementer pour éviter les drames. Notre invité, Amadou Kanar Diop, expert en sécurité, vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Sud Midi. Bonjour à tous. Décès de Madior Diouf cette nuit à 89 ans, l'ancien secrétaire général du RND, Rassemblement National Démocratique. Il a marqué le paysage intellectuel et politique sénégalais. L'actuel secrétaire général du RND estime que le Sénégal vient de perdre un digne héritier de Cheikh Anta Diop, un patriote. Le témoignage de Bouna Albouri Ndiaye, recueilli par Ndeye Mariam Ndiaye. Le Rassemblement National Démocratique perd en lui un homme qui a marqué de son empreinte la vue du parti, les thèses du parti, prolongeant en cela, n'est-ce pas, la pensée politique du professeur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop l'a très tôt détecté parmi les générations de la relève, de la génération des fondateurs, autour du triumvirat historique qui a créé le RND, Cheikh Anta Diop, Maître Babacar Niang et Dr Moustapha Diallo. Madior donc a été un continuateur de cette œuvre déclenchée le 3 février 1966 avec la création du RND et qui a fait de lui un digne héritier de Cheikh Anta Diop. Et nous avons la charge et l'honneur de l'avoir remplacé. Et nous nous efforçons, nous pensons devoir nous efforcer à être porteurs des valeurs, n'est-ce pas, qu'il a portées jusqu'à son dernier souffle. Le Sénégal perd en Madior Diouf un patriote ardent, un démocrate sincère et un visionnaire. Rappelons-nous de sa brillante campagne électorale en 1993 autour du programme qu'il avait élaboré, programme qu'il avait intitulé pour une éthique de gestion dans les affaires publiques. Donc des thèses qui reviennent aujourd'hui et dont Madior a été un des pionniers, n'est-ce pas, dans le cadre de leur élaboration. Au nom du Rassemblement National Démocratique, de son secrétariat politique, du comité directeur et de l'ensemble des militants du RND, nous présentons nos condoléances au peuple sénégalais. Vous venez de suivre le témoignage de Bouna Albouri Ndiaye, secrétaire général du RND, Rassemblement National Démocratique. Le Sénégal perd ainsi un de ses fils totalement engagé au service de son pays, un homme qui s'est illustré dans plusieurs domaines et dont l'engagement est passionné et la qualité des enseignements reconnus de tous. Suivons le témoignage de Momar Samb, le secrétaire général du RTAS, joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances à tous ses camarades partout dans le pays et dans la diaspora et à sa famille. C'est un homme à l'engagement total, un fervent patriote qui, partout où il a été, sur tous les fronts, s'est montré un élément d'avant-garde, un homme de principe. Moi, je l'ai connu d'abord en fac de lettres, où il a été mon professeur en littérature africaine, et tous ceux qui, dans les années 70, 80, etc., ont fait le département, ont connu Madior pour sa compétence dans ce domaine de la littérature africaine et dans d'autres domaines, bien entendu, un féru de la poésie aussi, et qui aimait bien ce qu'il faisait. Et c'est ça qui était intéressant et important, c'est sa passion pour ce qu'il faisait, et reconnu pour ses qualités par rapport à cet enseignement-là qu'il prodiguait. Donc, il a servi le pays sur ce fond-là, dans ce domaine-là. Et je pense que c'est important de le dire, et la qualité de ces enseignements est reconnue de tous. Deuxième aspect, c'est un homme engagé en syndicat, c'est-à-dire
défenseur des travailleurs, des droits des travailleurs, et défenseur de l'école publique. Il était professeur à l'université, mais il était également syndicaliste. Il a dirigé le Sud-Est dans les années les plus difficiles. Lorsqu'il y a eu la crise du Sud-Est, dans les années, l'année qui a suivi, il a été son secrétaire général pendant longtemps. Le troisième domaine, c'est le domaine de la politique, domaine dans lequel nous nous sommes retrouvés également. Il est secrétaire général du RND et nous nous sommes retrouvés au niveau du Front Civil Sénégal avec d'autres partis. Et c'est dans les années 2007. Ensuite, dans Benno Siggil Sénégal. Et on ne s'est jamais quitté jusque dans Benno Bokk Yakaar. Et c'est un homme de qualité dont l'engagement est passionné mais lucide. Il était pour nous-mêmes un sage. Au niveau de Benno Siggil Sénégal, quand on avait des problèmes, nous nous référions à Madior. Nous allions le voir pour discuter, pour trouver avec lui. Et c'est lui qui nous donnait les éléments de solution par lesquels on devait passer pour, résoudre tous les problèmes qui se posaient à Benno. Il en a été ainsi jusqu'à la fin de sa vie, je peux dire. C'est un homme à l'engagement total. Voilà, un fervent patriote. Vous venez de suivre les témoignages à la suite du rappel à Dieu de Madior Diouf, ancien secrétaire général du RND. Il est décédé cette nuit à Dakar à 29 ans. Par ma voix, le groupe Sud Communication présente ses condoléances. Levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. La séance plénière est prévue demain, vendredi. Aujourd'hui, le ministre de la Justice apporte des précisions sur la procédure. Tout se déroule correctement et normalement. Et l'autorité politique n'est pas intervenu dans cette affaire pénale. Le ministre de la Justice renseigne que le dossier émane de la CENTIF et a été transmis au procureur qui n'a d'autre choix légal que de lancer des poursuites judiciaires. Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, que nous écoutons au micro de Amadou Moustapha Diallo. Vous savez, moi je ne vais pas entrer dans ces considérations. Nous sommes dans le cadre d'une procédure pénale. Vous le savez, la procédure dont vous parlez résulte d'un rapport de la CENTIF. Vous savez, les rapports de la CENTIF sont remis directement au procureur de la République. Directement. C'est dire donc que l'autorité politique que je représente quelque part dans le fonctionnement de la justice n'a absolument rien à y voir. Et au terme de la loi de 2004 sur le blanchiment des capitaux, le procureur de la République a l'obligation légale de saisir immédiatement le juge d'instruction. En l'espèce, c'est la qualité de la personne mise en cause et que vous venez de citer qui, évidemment, entraîne ces contraintes procédurales que nous nous efforçons de respecter justement pour préserver cette légalité qui nous préoccupe tant. Le ministre de la Justice qui s'est prononcé ce matin en marge de la conférence nationale des chefs de parquet autour de la redynamisation des bureaux d'exécution des peines pour accélérer les recouvrements et la réponse à la surpopulation carcérale afin de réduire le taux d'occupation des prisons. La session réunit les différents chefs de parquet pour harmoniser les positions. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, au micro de Amadou Moustapha Diagne. Chaque année, les procureurs de la République, les procureurs généraux après les cours d'appel du Sénégal se retrouvent avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice ainsi que le directeur des affaires criminelles et des grâces qui en est le maître d'œuvre et l'ensemble des directeurs du ministère de la Justice pour réfléchir sur un thème d'actualité résultant justement de l'examen du fonctionnement de nos juridictions. Cette année, nous avons privilégié le principe de la redynamisation des services d'exécution des peines, service essentiel dans le fonctionnement des parquets, parce que c'est un bon fonctionnement de ce service qui permet effectivement aux décisions de justice d'être exécutées et évidemment de permettre à l'administration de la justice, au service public de la justice, de contribuer de façon substantielle à générer des ressources nécessaires au bon fonctionnement de tous les services. Évidemment, il y a par ailleurs la réponse au problème de la surpopulation carcérale, qui est un problème réel, parce que comme on l'a déjà dit, cette population croît de façon inquiétante et il est tout à fait normal, il est tout à fait impératif même de devoir y apporter les réponses appropriées. Et c'est pour moi le lieu de féliciter tous les procureurs de la République qui, au quotidien, abattent un travail extrêmement important dans le cadre de la préservation de l'ordre public et dans le cadre du bon fonctionnement du service public de la justice qui est essentiel pour le développement économique et social.
De suivre les propos du ministre de la Justice, garde des Sceaux, à la conférence nationale des chefs de parquet qui se poursuit. Direction Ziguinchor, où déclarer son enfant reste un véritable casse-tête pour les parents. Pas de registre de naissance disponible à la mairie de Ziguinchor. Plus de 300 déclarations de naissance sont d'ailleurs en attente, un blocage qui suscite la colère. Ignace Dey. Des centaines de déclarations de naissance en attente en ce moment à la mairie de Ziguinchor. La faute à l'absence de registre de naissance qui devrait être paraphé par le tribunal. Une situation qui a fini d'engendrer une grande incompréhension teintée de frustration chez les populations. Des populations qui se l'expliquent d'ailleurs difficilement. L'enregistrement de naissance, un véritable casse-tête en ce moment pour les parents ici à Ziguinchor, ce qui n'a pas laissé indifférent le coordonnateur du FRAPP Ziguinchor, Cheikh Tidiane Sy Al Martoud, qui s'indigne. Il est devenu un casse-tête pour les parents de déclarer leur nouveau-né, car il se trouve qu'il y a des blocages au niveau des registres qui certains sont paraphés, d'autres ne le sont pas, et qui créent un blocage au niveau de la déclaration des naissances. Nous rappelons que l'État du Sénégal, depuis quelques années, est en train de se battre pour mettre un terme aux enfants non déclarés à travers beaucoup de projets. Donc, nous ne pouvons pas accepter que des autorités ne fassent pas le travail occasionnant ainsi. La longue grève des agents des collectivités territoriales appliquée au retard des registres signés par le tribunal reste la cause principale de cette situation, renseigne une autorité municipale de Ziguinchor. La question des actes de naissance très sensible, la prudence reste d'ailleurs de mise partout, aussi bien du côté du tribunal que du côté de la mairie de Ziguinchor, pour éviter tout dysfonctionnement. En attendant, ce sont plus de 300 déclarations de naissance qui attendent leur inscription sur les registres de naissance à la mairie de Ziguinchor. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, direction Saint-Louis, où les élèves du lycée Ahmed Fall, des jeunes filles, ont été formés sur les premiers soins et les gestes de premier secours pour pouvoir venir en aide à leurs camarades en cas de crise, de malaise ou autre. C'est à l'initiative du comité régional des enseignants pour la promotion de la scolarisation des filles qui va ainsi capaciter ses élèves pour une meilleure prise en charge des cas pratiques de blessures ou maladies au niveau de cet établissement scolaire. C'est un reportage de Yves Tendeng. La santé des élèves à l'école, surtout celle des filles, tient beaucoup à cœur les responsables du comité régional des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles. D'où cette séance de formation sur les premiers soins et les gestes de premier secours initiés au profit des élèves du lycée Ahmed Fall des jeunes filles de Saint-Louis. Madame Sow Mariam Diagne est la présidente régionale de la scolarisation des filles. On a dit qu'on a l'obligation d'intervenir pour protéger ces enfants-là qui sont dans les établissements, en essayant de les renforcer, de les former. Donc on est en formation aujourd'hui au lycée Ahmed Fall et cette formation porte sur les premiers soins. Nous comptons vraiment capaciter les élèves pour que si ces enfants-là doivent prendre en charge des cas pratiques de blessures ou bien de crises qui se passent dans l'établissement, qu'elles puissent savoir exactement quels sont les comportements à adopter. Une formation élargie également au personnel administratif et aux enseignants de cet établissement scolaire pour plus de réactivité dans l'action. Parce que l'enfant peut être blessé et se trouvant dans une classe ou bien se trouvant quelque part où nous avons un personnel d'administration ou bien un personnel enseignant. Une activité rendue possible grâce au partenariat noué avec l'Institut Univers Santé qui a dépêché sur place ses formateurs pour dérouler ces différents modules. Madame Aminata Ka est la directrice des études de cet institut. Cette formation porte essentiellement sur les premiers soins ou les premiers gestes de secours une fois qu'il y a une situation d'urgence. Parce que nous avons vu qu'au sein de nos établissements, il y a des cas de figure qu'on peut appeler des urgences. L'étudiant fait un malaise, l'étudiant fait une chute ou il y a une situation d'hémorragie. Les premières personnes en contact avec cette personne-là sont en réalité ses camarades de classe. Cette initiative du comité régional des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles entre en droite ligne avec les options de l'inspection d'académie de Saint-Louis, se réjouit Ousmane Kanté, inspecteur établissement vie scolaire à l'IA de Saint-Louis. Donc j'aimerais saluer cette initiative de Madame Diagne et de la SCOFI qui va permettre aux élèves d'être initiés aux pratiques des premiers soins. Yves Tendeng, Saint-Louis,
Sud FM. Parlons du non-respect des normes de sécurité dans les marchés, notamment en termes de construction, de branchements électriques défectueux, une absence de bouche d'incendie, des allées donc occupées de façon anarchique. Les marchés sénégalais continuent de faire face à des incidents et ce malgré les mesures et autres arrêtés portant réglementation de la sécurité. Un arrêté qu'il faut réformer selon l'expert en sécurité Amadou Kanar Diop. Il propose de plus larges concertations entre autorités étatiques, collectivités territoriales pour trouver des solutions pérennes. On l'écoute avec Abdoulaye Diop. Donc les marchés ont un problème réel d'aménagement du territoire parce qu'ils s'impliquent dans les habitations et au niveau des rues. Mais le principal problème, c'est que les marchés ne sont pas structurés. Il y a une réglementation de sécurité des marchés arrêtée depuis 1999, mais aucun marché ne les respecte. Donc, si les marchés sont surchargés, ne sont pas structurés, l'installation électrique n'est pas aux normes, la circulation, les cheminements pour les personnes, les véhicules sont enchevêtrés par les marchandises. L'installation électrique est souvent faite par des tâcherons et non par des spécialistes. Les fils électriques ne sont pas souvent aux normes. C'est nécessaire qu'on reprenne cet arrêté pour le remettre à jour. Et malheureusement, d'ailleurs, cet arrêté n'a jamais fait l'objet d'exécution. Aucun marché n'a respecté cet arrêté. Mais il est bon de le réactualiser, de le remettre à jour et maintenant d'imposer le respect de ces textes. Si ça ne se fait pas, mais bonjour les dégâts, on va se réveiller régulièrement. On constate actuellement que presque en moyenne chaque 2 mois, il y a un feu de marché. Vous venez de suivre les propos de Amadou Kanar Diop, expert en sécurité. Il sera d'ailleurs notre invité après la page sport. Conflit entre agriculteurs et éleveurs, des conflits qui entraînent souvent des pertes en vies humaines, de nombreux dégâts matériels et qui menacent la cohésion sociale. Face à l'ampleur de ce phénomène, l'État est en train de trouver des solutions à travers la modernisation de la législation. Des concertations sont en cours autour de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Dr Mamadou Diagne, directeur de l'élevage, nous explique au téléphone de Mame Diarra da Silva. Donc, du point de vue des textes qui organisent en fait l'occupation de l'espace, d'abord, on a eu le décret numéro 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d'utilisation des pâturages. Ce décret permet la création de comités sous l'autorité des autorités administratives au niveau régional, départemental, arrondissement. Mais ensuite, on a eu en 2023 la loi numéro 2023-19 portant code pastoral. C'est une loi qui permet la mise en place de certaines dispositions pour bien identifier, délimiter et matérialiser les couloirs de passage du bétail dans les zones de culture pour permettre aux animaux d'aller au niveau des pâturages, au niveau des points d'eau et que cela ne soit facteur de dommages pour les champs, etc. qui sont aménagés autour. Et il faut dire qu'un travail est en cours effectivement pour également que des textes d'application de cette loi soient également pris. Également, il faut dire, nous avons la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. C'est la loi numéro 2004-16 du 4 juin 2004. Et cette loi a 20 ans. Aujourd'hui, il y a un travail, des concertations qui sont en cours au niveau, ça a été lancé au niveau national, mais aussi dans toutes les régions pour actualiser, revoir cette loi. Sur la loi d'orientation agro-silvopastorale. Il y a autant de textes législatifs et réglementaires qui sont mis en œuvre et pour une bonne occupation de l'espace rural entre acteurs de la production végétale, animale pour prévenir les conflits qui peuvent surgir des activités de production dans l'espace rural. Et puis cet avis de vent fort sur toute la côte à partir d'aujourd'hui. l'ANACIM annonce des vents momentanément forts de secteur nord pouvant dépasser 40 km/h à partir de 12h jusqu'à demain 15h. l'ANACIM appelle à la vigilance. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde.
Sud International. Adja Ndeye Mariam Ndiaye, bonjour. Bonjour Adja Issa. Au Gabon, l'élection présidentielle est fixée au 12 avril. C'est le porte-parole du gouvernement qui a annoncé ce jeudi l'élection présidentielle au Gabon, étape décisive vers le retour à un régime civil promis par la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2023 qui a chassé la dynastie Bongo. Le général Brice Oligui Nguema a promis donc de rendre le pouvoir aux civils au terme de 2 ans de transition, mais ne cache pas ses ambitions présidentielles. Et jusqu'à présent, le calendrier de la transition a été rigoureusement suivi, voire anticipé. Lundi dernier, un nouveau code électoral a été adopté, autorisant notamment les militaires à se présenter aux élections sous condition. Une nouvelle constitution approuvée en septembre 2024 par le Parlement de transition avait été donc votée par référendum en novembre dernier. Soudan, l'ONU craint une offensive imminente des paramilitaires à El Fasher. Les Nations Unies ont dit craindre pour la sécurité des civils à El Fasher, la capitale du Darfour du Nord au Soudan, disant redouter une offensive imminente des forces paramilitaires. Nous sommes profondément inquiets, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Saïf Magango. Il a aussi évoqué un ultimatum lancé cette semaine par les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée régulière soudanaise depuis avril 2023. États-Unis, Trump donne sa première interview et fait voter la première loi de son second mandat. Donald Trump qui a donné sa première interview depuis son investiture à Fox News depuis le bureau ovale. Trump a été notamment interrogé sur sa grâce générale des plus de 1500 inculpés pour l'assaut du Capitole, y compris ceux condamnés pour violence contre la police. La plupart étaient absolument innocents. Il n'y a que des incidents mineurs, la plupart montés de toutes pièces par des gens de CNN. C'est ainsi justifié Trump. Quant à l'hypothèse de représailles que beaucoup craignent aux États-Unis, Donald Trump ne semble pas les exclure, y compris contre l'ancien président Joe Biden. Joe Biden a de très mauvais conseillers. Quelqu'un a conseillé à Joe Biden de gracier tout le monde sauf lui, a donc ironisé le milliardaire. 2 jours après son investiture, la première loi de l'ère Trump 2 a été votée par le Congrès américain conformément aux priorités de la majorité républicaine et du clan Trump. Elle concerne l'immigration. Il s'agit de la loi Laken Riley qui, du nom donc de cette étudiante de l'État de Géorgie qui, en février 2024, avait été assassinée pendant sa course à pied par un migrant vénézuélien illégal. Il a été depuis condamné à la détention à vie, mais il avait déjà été reconnu coupable de vol avant ce meurtre et il avait été relâché. Cette loi oblige donc l'État fédéral à détenir les migrants illégaux accusés de certains crimes. C'en est tout, Adja Issa, pour cette page Inter. Merci beaucoup, Adja Ndeye Marie. Tout de suite, les sports. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour, Adjaratou Issegnon. Une fois n'est pas coutume, on démarre cette page des sports par les douanes. À l'instar de la communauté internationale, les douanes sénégalaises célèbrent la journée qui leur est dédiée ce 25 janvier. L'administration des soldats de l'économie, en collaboration avec la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, organise une grande randonnée ce samedi à Ziguinchor pour marquer cette journée. Plus de détails avec le président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, Papa Saliou Sall. Ce week-end, nous allons fêter avec l'amicale des inspecteurs et officiers des douanes la journée internationale de la douane. Cette journée qui se célèbre tous les ans va être délocalisée cette année à Ziguinchor. C'est une randonnée pédestre qui va lancer les activités en relation avec la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, où on va noter la participation de toutes les ligues du Sénégal. Une délégation va quitter Dakar pour ramasser ceux qui sont de Thiès, de Mbour, de Somone, de Fatick et de Joal pour célébrer la journée internationale de la douane avec l'ensemble des randonneurs du Sénégal. Cette année, nous avons signé un accord de partenariat avec l'amicale des inspecteurs et officiers de douane dirigé par le colonel Ousmane Kane, qui a été dans ce pas promis directeur des opérations douanières la semaine dernière, mais qui a tenu avec le nouveau directeur général des douanes à célébrer cette grande journée internationale de la douane sous l'égide de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Le président de la Fédération sénégalaise de la randonnée pédestre, Papa Saliou Sall, les douaniers sont donc attendus à Ziguinchor ce samedi pour célébrer cette journée qui leur est dédiée. Parlons de football avec l'Europa League qui boucle sa 7e journée ce soir. Tottenham de Pape Matar Sarr se déplace sur la pelouse de Hoffenheim à 17h45. Le Sénégalais Pape Matar
Matar Sarr, blessé à l'entraînement hier, est forfait pour cette rencontre. FC Porto reçoit Olympiakos. Fenerbahçe va en découdre avec Lyon. Malmo face à Twente. Lazio Rome contre Real Sociedad à 20h. À la même heure, Braga rend visite à Saint-Gilloise. Ludogorets défie Midtjylland. Francfort contre Ferencvaros. Manchester United accueille Glasgow. PAOK Salonique joue contre Slavia Prague-Isegnon. Merci beaucoup Odile Minkilan. Sud Midi, l'invité. Amadou Kanar Diop, notre invité, répond à Abdoulaye Diop. Amadou Kanar Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en sécurité. Nous abordons avec vous la sécurité des marchés. Oui. Avec la récurrence des incendies notés. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la fréquence des incendies dans nos marchés? Merci. D'abord, la position des marchés constitue un problème d'aménagement du territoire. Donc, les marchés ont un problème réel d'aménagement du territoire parce qu'ils s'impliquent dans les habitations et au niveau des rues. Mais le principal problème, c'est que les marchés ne sont pas structurés. Il y a une réglementation de sécurité des marchés arrêtée depuis 1999, mais aucun marché ne les respecte. Donc, si les marchés sont surchargés, ils ne sont pas structurés, l'installation électrique n'est pas aux normes, la circulation, les cheminements pour les personnes, les véhicules sont enchevêtrés par les marchandises. L'installation électrique est souvent faite par des tâcherons et non par des spécialistes. Les fils électriques ne sont pas souvent aux normes. C'est souvent des fils asiatiques qui ne supportent pas un peu la résistance. L'autre élément, il n'y a aucun moyen de secours dans les marchés. Il se trouve aussi que, selon la réglementation, il devait y avoir des agents de sécurité et non de sûreté, des agents de sécurité pour la prévention incendie et les premières mesures d'extinction avant l'arrivée des sapeurs-pompiers s'il trouve que le feu déborde. Il n'y a pas ces agents de sécurité. Ils mettent des agents de sûreté et non des agents de sécurité. Et la sûreté, c'est contre les menaces qui viennent de l'extérieur. Et la sécurité, c'est contre les risques qui est propre à l'établissement. Donc, réunir tous ces éléments-là, il n'y a pas de structuration, l'électricité n'est pas aux normes, il n'y a pas de moyens de secours, il n'y a pas d'agent de sécurité, il n'y a pas un responsable de sécurité du marché. Alors, tout est réuni pour qu'il y ait début de feu, et quand il y a début de feu, ça se propage rapidement. Et pourtant, il y a un arrêté qui date de 1998 qui porte sur les réglementations et la sécurité des marchés. Pour cet arrêté, ne faut-il pas le réformer? Oui, c'est nécessaire qu'on reprenne cet arrêté pour le remettre à jour. Et malheureusement, d'ailleurs, cet arrêté n'a jamais fait l'objet d'exécution. Aucun marché n'a respecté cet arrêté. Mais il est bon de le réactualiser, de le remettre à jour et maintenant d'imposer le respect de ces textes. Si ça ne se fait pas, bonjour les dégâts. On va se réveiller régulièrement. On constate actuellement que presque en moyenne chaque 2 mois, il y a un feu de marché. Annuellement, on perd presque 5 milliards relatifs au feu de marché. Donc il est bon qu'on s'arrête, qu'on revoie cet arrêté, qu'on le mette à jour et qu'on impose son respect. Au-delà de ça, quelles sont les véritables solutions que vous proposez pour remédier à ces catastrophes? Les véritables solutions, c'est déjà restructurer les marchés, refaire sortir les voies de cheminement pour les personnes et même les voies pour les véhicules, c'est prévu pour que les véhicules puissent charger et décharger des marchandises. Restructurer, que les cantines ne débordent pas sur les allées, revoir ce problème des cantines et l'électrification, pour que chaque cantine ait son propre compteur avec une installation réglementaire sécurisée. Maintenant, trouver des agents de sécurité incendie pour ces marchés et mettre des moyens de secours. Actuellement, il y a une nouvelle technologie révolutionnaire pour l'extinction des incendies et surtout pour les marchés. C'est des boules d'extinction Elite Fire. Si on les met dans chaque cantine, mais il y aura plus de catastrophe des marchés parce que la première cantine attaquée va être éteinte automatiquement sans l'apport de personne. Alors, si on met ces moyens de secours, on met un coordinateur de la sécurité, on revoit l'électricité, on restructure les marchés et on trouve des heures de fermeture et d'ouverture de ces marchés, mais le problème des feux de marché sera derrière nous. Mais des marchés qui se trouvent au niveau des collectivités territoriales qui souvent peinent à avoir les moyens de lutter contre ces incendies ou bien de construire même des marchés aux normes. Il faut une inclusion par rapport à ces solutions. Oui.
vous savez, les marchés, il y a les collectivités locales, mais il y a les commerçants qui sont regroupés au niveau de l'UNACOIS, mais il y a l'État. Si ces trois structures-là se réunissent pour régler le problème, mais forcément une solution va être trouvée. Mais le premier responsable se trouve être le commerçant qui met ses millions dans une cantine et qui ne les sécurise pas. Donc, l'UNACOIS, les collectivités locales qui perçoivent les taxes et l'État doivent se réunir, revoir ce problème des marchés, les restructurer, les sécuriser, sortir un texte et surtout veiller à l'applicabilité de ce texte. Si ça se fait, le problème est résolu. Si vous allez dans une commune aussi éloignée, par exemple, comme Bakel, mais c'est en fonction de l'état de ce marché et des moyens qui vont mis en œuvre que la réglementation se posera. Donc, le problème c'est qu'il faut que les collectivités locales, les commerçants eux-mêmes et l'État se réunissent pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Amadou Kanar Diop, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité.